qu'ils vous préparent le document. Sinon, il y a aussi des prestataires qui vont prendre en charge toute la démarche. Ça veut dire qu'ils peuvent visiter vos locaux, faire l'inventaire eux-mêmes et vous réaliser le plan d'évacuation, mais à votre présence. Donc, vous devez tout contrôler et suivre et surveiller. Du coup, il est utile de savoir comment ça se passe et comment ça se fait. Donc, faites votre inventaire, euh, vous rédigez votre document, que ce soit vous-même ou bien un autre organisme, peu importe. L'essentiel, c'est que vous devez contrôler la démarche et vous devez surveiller la démarche pour s'assurer que toutes les informations sont correctes et aussi parce que vous êtes la première personne qui doit mémoriser ou bien savoir les issues de secours où il existe, parce que généralement, vous devez réagir vous-même en cas, par exemple, d'incendie. Donc, vous êtes le responsable santé et sécurité, donc normalement, c'est vous le premier qui doit maîtriser les issues de secours, savoir où il existe, savoir où les équipements de protection existent. Peu importe, vous-même, vous réalisez le plan d'évacuation ou bien vous faites la prestation de ce service, vous devez avoir toutes les informations en relation avec cette opération. D'accord? Donc ça, c'est pour la partie plan d'évacuation et on va voir quelques cas, quelques exemples par la suite. Ça, pour la réalisation, ça dépend. Si par exemple l'entreprise elle est petite et que vous pouvez vous-même réaliser la tâche, pourquoi pas? Donc c'est un gain pour l'entreprise. Si vous maîtrisez un logiciel, si vous connaissez comment le faire, pas forcément un logiciel, parfois on le fait juste, comme j'ai dit, vous avez la représentation de l'entreprise sur AutoCAD ou bien sur DraftSight par exemple, et vous rajoutez les informations en relation avec les secours. Si l'entreprise elle est petite et c'est la tâche est facile. Sinon, pour les grandes entreprises, il vaut mieux faire appel à une tierce partie qui va vous réaliser les choses d'une façon beaucoup mieux sophistiquée. Le troisième point, c'est la signalisation. Donc, la signalisation, c'est un outil d'information et de prévention. Il doit être simple, visible et compréhensible. L'affichage et la signalisation, les deux, ils doivent être simples, visibles et compréhensibles. Par exemple, si on est au Maroc, logiquement, on aura des ouvriers, des personnes, par exemple, qui ne comprennent pas le français. Donc, on va mettre la signalisation dans les deux langues et les affiches dans les deux langues, en arabe et en français. Parce que notre objectif, c'est de protéger le personnel tout entier. Donc, ça doit être simple, visible, donc des endroits qui sont voilà, accessibles et qu'on peut voir facilement. Bon, parfois, il y a des entreprises, ça m'est arrivé de voir, donc, par exemple, une consigne de sécurité et puis vous ne la voyez pas, vous posez la question, est-ce que vous n'avez pas, par exemple, une fiche de sécurité ici ou bien une fiche voilà, des consignes de sécurité? Mais on vous répond que oui, donc on fait effectivement, on a une signalisation, on a un affichage. Et les où? Voilà, donc on a des papiers cartons, voilà, des palettes de bois qui sont stockées, qui sont encombrées et qui bloquent l'accès visuel à ces affiches. Donc là, ça ne sert à rien d'afficher les choses sur les murs et puis de mettre des encombrements et de ne rien voir. Parce qu'en cas, ça ne se voit pas l'importance jusqu'à le moment où vraiment un accident est survenu ou bien un problème ou bien un sinistre ait lieu. Alors là, on va chercher la signalisation, qui est la conduite à suivre, qu'est-ce qu'on va faire, quelle est la procédure de secours qu'il faut respecter. Oui, il vaut mieux le responsable QHSE, lui ou bien euh, une personne de son équipe qu'il va responsabiliser. Moi, je dis que chaque jour, il faut faire une tournée HSE et voir est-ce que toutes les voies de secours sont débloquées. Si par exemple la logistique a recevé il a reçu pardon une quantité par exemple d'emballage ou bien autre et qu'on a stocké ici, si c'est bien sûr pour une durée qui est limitée, c'est bon. Sinon, on doit signaler ça au responsable logistique. Voilà, il faut débloquer les issues de secours
il faut organiser les choses pour que toutes les affiches et la signalisation soient visibles et bien sûr accessibles visuellement par tout le monde. Donc, chaque jour, on fait une tournée, pardon, sécurité la matinée, par exemple, et on doit dégager toutes les voies de secours bloquées et aussi toute la signalisation et les affiches qui sont bloquées. Alors, euh, parmi donc, les consignes et l'affichage et la signalisation la plus importante, c'est tout ce qui est consigne lié aux incendies et lutte contre incendie. L'exigence, elle vous dit, donc, dans les articles 52 de l'arrêté viziriel, ça veut dire ministériel, du 4 novembre 1952, je vous envoie le document vers la fin, on vous dit qu'une consigne doit être établie en arabe et en français, donc vous n'avez pas le choix, c'est fixé par voie réglementaire, ou bien si vous êtes dans un autre pays, dans votre langue maternelle, en plus de la langue, la deuxième langue que vous utilisez dans le milieu du travail, et doit être affiché en évidence. Donc, voici, on insiste, doit être affiché en évidence, clair, visible dans des endroits qui sont généralement et normalement visités par les employeurs. Il doit indiquer notamment, donc ici on vous donne, pas for- voilà, des informations que vous pouvez intégrer, donc vous pouvez rajouter n'importe quelle information que vous jugez importante pour protéger la sécurité des personnes. Le matériel d'extinction et de sauvetage. Là, euh, par exemple, pour les extincteurs, il y a des affiches que vous pouvez acheter, que l'entreprise peut acheter, et près de chaque extincteur, on va mettre l'affiche. Sur l'affiche, il y a le type de l'extincteur, le type d'agent d'extinction, bien sûr, voilà la date de contrôle, tout ce qui est informations supplémentaires, l'utilisation et tout ça. Donc, vous pouvez rajouter n'importe quelle information. L'essentiel que vous signalez l'existence voilà, d'agents d'extinction, bien de dispositifs d'extinction ou bien de sauvetage. Comme ça, en cas de besoin, les personnes, ils peuvent trouver facilement ce matériel. Se trouve, le sauvetage se trouvant dans le local, donc ça c'est la même phrase. Le personnel chargé de mettre en action ce matériel, parce que pas tout le monde peut utiliser le matériel, donc là aussi, il faut former les personnes. Donc on va arriver vers un certain point où on va vous parler de la formation, les formations exigées par la loi et la formation premier secours et sauvetage aussi. Euh, Sauvetage, ça veut dire en cas, par exemple, d'incendie, parce que les incendies, ce sont les cas d'urgence les plus probables. Donc là, une formation pour la conduite en cas d'incendie, le sauvetage et la procédure de sauvetage à suivre et les équipements de sauvetage qui existent. Donc, il faut les indiquer. Il faut aussi avoir une liste de personnel qui est chargé à utiliser ce matériel, toutes les personnes qui ont été formées à l'utilisation de ce matériel en cas d'urgence. Les personnes chargées pour chaque local de diriger l'évacuation du personnel, éventuellement du public. Ici, on parle également de l'équipe des sauveteurs secouristes. Lorsqu'on va faire une formation sauvetage et secourisme, euh, il y a des personnes qui vont prendre voilà, la responsabilité de diriger les personnes et de les guider en cas d'urgence vers les voies d'évacuation. Parce qu'il y aura toujours donc une en panique, les gens oublient parfois les voies de secours. Donc, il faut qu'il ait des personnes qui sont formées à guider les personnes et qui maîtrisent les locaux de l'entreprise. Ils savent et ils ont déjà fait des exercices de simulation parce qu'on va faire des exercices de simulation à chaque fois pour voir comment les personnes répondent et pour aussi euh, améliorer le processus d'évacuation. Donc, tout ça, c'est très important et c'est pas un choix parce que c'est la réglementation qui vous dit qu'il faut avoir des personnes qui sont chargées pour chaque local. Et comme on a dit tout à l'heure, normalement pour les secours et le sauvetage, deux personnes au moins par aire de plancher ou bien par atelier. Les personnes chargées d'aviser les pompiers
dès le début d'incendie, doivent donner alarme. Ça veut dire quelles sont les personnes qui sont responsables de déclencher l'alarme incendie et aussi d'aviser les pompiers en cas d'incendie. Donc ça, pour le choix de qui fait quoi, qui va responsabiliser les personnes, bien sûr, c'est c'est la direction, le top management ou bien le représentant du top management, l'employeur. Donc, c'est une décision, toujours, lorsqu'on va responsabiliser quelqu'un, c'est de la direction que cette décision est prise. Par exemple, ici, ce sont des consignes de sécurité dans une entreprise, un rappel sur les EPI, les équipements de protection individuelle à utiliser. Donc, je me protège et tout ça. Je me signale. Donc, il faut ici, dans ce cas, utiliser par exemple des gilets fluorescents pour signaler la présence de la personne et ainsi de suite. Et des informations sur qui on va contacter en cas d'urgence. Des consignes, voici de sécurité également. Donc, vous avez, en cas d'incendie, quel est le numéro de sécurité, de service de sécurité qu'il faut contacter, le numéro pour les pompiers, l'évacuation, donc on parle d'évacuation, donc le voie de la circulation, bien plutôt le sens de la circulation. Gardez votre sang-froid, en cas d'accident, qu'est-ce qu'il faut alerter, qu'est-ce qu'il faut faire, et ainsi de suite. Donc, toute information que vous jugez utile pour protéger les personnes. Aussi, euh, ces affiches, il existe, ils sont commercialisés. Vous pouvez acheter une affiche euh, et puis rajouter les informations nécessaires. Vous pouvez, juste sur Internet, par exemple, si vous cherchez un fournisseur, hein, il y en a plein, ici au Maroc ou bien ailleurs, qui vous rédige ces consignes de sécurité d'une façon sophistiquée pour toujours garder le côté esthétique des choses, donc bien organisé, bien présenté, au lieu, parce que il existe des entreprises, des petites entreprises en fait, qui impriment les consignes de sécurité sur papier A4, par exemple, et on affiche ça sur les murs. On plastifie avec une plastifieuse et on affiche. Et ça donne pas, c'est pas du sérieux, ça donne pas une bonne image. Et aussi, c'est du papier, que ce soit plastifié ou non, il est toujours possible de se dégrader avec le temps, d'être illisible. Donc, il vaut mieux investir un petit peu pour tout ce qui est affiches et consignes de sécurité. Et le plan d'évacuation, c'est là des, des consignes ou bien des documents de signalisation que vous pouvez utiliser pour renforcer la démarche d'évacuation. Pardon? Alors, le plan d'évacuation, vous avez deux exigences. D'abord, la rédaction et puis la formation du personnel à la compréhension de ce plan. Donc, c'est déjà le plan d'évacuation. Déjà, c'est une affiche à l'intention des occupants d'un édifice qui indique les mesures à prendre s'il faut évacuer d'urgence. Il peut également servir à l'orientation des pompiers répondant lors d'une évacuation. Donc, c'est pour le personnel interne, c'est pour aussi le public qui peuvent exister à l'intérieur de l'entreprise à un moment où il y a une problématique. Et puis, ça guide également les pompiers. Donc, c'est pourquoi il faut avoir une copie du plan d'évacuation chez, voilà, euh, la garrotte du gardien, euh, l'agent de sécurité, pour fournir donc ce document aux pompiers lorsqu'il arrive en cas d'urgence. Sinon, on l'affiche à l'entrée de l'entreprise. On doit retrouver au moins un plan d'évacuation par aire de plancher. Par aire de plancher, ça veut dire par département, si vous voulez. Il faut avoir un plan d'évacuation. Lui aussi doit être visible, bien affiché, bien présenté.
pourquoi pas, il doit indiquer aussi le lieu, ça veut dire si vous êtes dans le département, voilà, production, on vous indique que voilà, vous êtes ici, vous êtes à ce point-là. Comme ça, l'évacuation, ou bien plutôt les consignes, ils vont vous guider vers les voies de secours les plus proches selon votre endroit. Et comme j'ai dit, vous pouvez faire la prestation de ce service-là. Donc, pas la peine de casser la tête avec la rédaction si il existe déjà des gens qui peuvent vous faire ça. Donc, vous avez le contenu de votre plan d'évacuation en général et doit contenir l'emplacement des équipements de première intervention et secours, comme les extincteurs, les voies de sortie, les issues de sortie, les voies de circulation, les postes d'attente et les trousses de secours. Donc, voilà, vous pouvez mettre des signes, voilà, des affiches en réalité et aussi sur votre plan d'évacuation. Les voies de circulation et les portes d'évacuation, bien sûr, les portes d'évacuation, ils s'ouvrent toujours de l'intérieur vers l'extérieur et non pas dans l'autre sens, ça c'est clair. Vous avez également l'infirmerie de travail ou bien le service médical dont on a parlé tout à l'heure. Il doit être bien indiqué, bien signalé. Comme ça, les personnes, ils peuvent le trouver facilement, surtout si l'entreprise il est vaste. Euh, Point de rassemblement. Donc, le point de rassemblement où les personnes doivent se rassembler après évacuation. Donc, tout le monde, il doit être à ce point-là. Donc, le point de rassemblement doit être suffisamment loin, suffisamment proche pour qu'il soit visible, mais aussi suffisamment loin pour voilà, ne pas s'approcher ou bien plutôt pour être loin du danger. Donc ça peut être même à l'extérieur de l'entreprise. Voilà les voies et les issues de secours. Donc vous allez les signaler comme ça. La flèche, bien sûr, il va indiquer le sens de l'évacuation. Donc, vous devez aussi, vous, comme responsable, euh, auditer cette exigence, voir est-ce qu'il y a pour chaque issue de secours, est-ce qu'il y a donc les consignes et les affiches nécessaires. Il faut tracer un plan sommaire de l'entreprise sur lequel sont identifiés l'emplacement de chaque équipement d'urgence ainsi que les sorties de secours. Donc ça, c'est le plan d'évacuation. Le point de rassemblement aussi, il doit être indiqué, il doit être visible à partir de n'importe quel endroit dans l'entreprise. Comme ça, les personnes, ils peuvent le rejoindre facilement. Si vous avez besoin de plus qu'un seul point de rassemblement, vous pouvez le faire. Et aussi, si le point de rassemblement, forcément, il sera à l'extérieur du bâtiment. Donc, c'est logique que le matériau ou bien voilà, le matériau que vous allez utiliser, vous allez commander. Donc, on commande une fiche point de rassemblement tout simplement déjà prête. Il doit être voilà, contre la corrosion, vous savez, les intempéries et tout ça. Donc, comme ça, on la protège contre toute détérioration. Les trousses de premier secours qui vont être dans l'entreprise aussi, ou bien les kits premier secours, doivent être signalés pour qu'ils soient visibles par tout le monde. Alors, la même chose pour la station d'alarme manuelle, la brise de glace, ou bien, voilà, donc l'alarme manuelle, il doit être aussi signalé. Et bien sûr, il y aura pour des personnes qui sont responsabilisées à utiliser donc l'alarme manuelle en cas de sinistre. Les robinets d'incendie armés également doivent être signalés. Et vous avez donc une nomenclature qui est, je veux dire, universelle, voilà, qui est standard, que vous pouvez bien sûr acheter toujours selon donc le besoin. Il est aussi important, pardon, d'indiquer les zones à risque. Ça veut dire, si vous avez des entreposages de produits inflammables, vous indiquez que il s'agit bien d'une zone qui contient des produits inflammables. En plus des consignes et tout ça, il faut mettre d'une façon claire pictogramme qui indique qu'il s'agit bien d'un endroit où il y a des produits inflammables.
que ce soit produit, ça veut dire produit, voilà, euh, de l'entreprise ou bien déchets inflammables ou bien produits auxiliaires, matières premières, n'importe quelle nature de produit, mais on doit donc signaler les zones d'entreposage, les zones de pulvérisation de peinture, par exemple, parce que aussi il y a le risque d'incendie, sur le plan, s'il y a lieu. Donc, sur le plan d'évacuation et aussi en réalité, c'est-à-dire afficher le pictogramme en question sur le mur. Et si par exemple vous avez les produits dangereux inflammables, donc on va mettre ça. Et encore une fois, le personnel de l'entreprise doit être formé à la compréhension voilà, des consignes ou bien des pictogrammes de nature de danger. Parce que, encore une fois, ça ne sert à rien d'afficher les choses si les personnes ne les comprennent pas. Danger électrique et les extincteurs, donc aussi doivent signaler. Là, pour les extincteurs, donc il y a des types, bien sûr, d'extincteurs. Je fais un petit rappel sur les différentes classes de feu, parce que pour chaque classe de feu, il y a des types d'agents d'extinction qui sont spécialement dédiés. Donc, nous avons euh, 5 classes de feu, la classe A, B, C, D et F. Et ça dépend. Donc, pour comprendre de quoi il s'agit, donc ça dépend du combustible. Donc, par exemple, la classe A, c'est pour les feux de matière solide. Ça veut dire, moi, j'ai une zone d'entreposage où je stocke des matières solides euh, avec formation de braise, comme par exemple et le textile. Donc, les endroits où il y a du bois stocké ou bien du textile, pas forcément stocké, mais l'essentiel, l'existence de cette matière. Alors, en cas d'incendie, on va utiliser les extincteurs de type A. Ça veut dire tout simplement que vous devez aussi vous assurer, parce que parfois les entreprises, ils aménagent les locaux et on oublie de changer. Donc, vous devez vérifier, surtout si vous êtes nouveau, bien nouvelle, dans l'entreprise, on vérifie que tous les extincteurs sont bien positionnés. La première fois, c'est donc pour mettre ces extincteurs pour la première fois, il faut faire appel à des d'ailleurs, on va l'avoir aussi au niveau de la réglementation. Il faut faire appel à des organismes spécialisés. C'est pas le responsable qualité qui décide où mettre les extincteurs et tout ça. Donc, il faut faire une étude spécialisée par un organisme agréé. On va voir ça par la suite. Mais après, pour toujours vérifier, donc on ne sait jamais, pour vérifier, pour contrôler, le responsable qualité, santé et sécurité doit euh, comprendre ça. Oui, ABC, donc les extincteurs ABC, ce sont les extincteurs qui peuvent être utilisés pour les 3 classes de feu. Donc, parfois, nous avons A, parfois, nous avons B, parfois C, parfois, nous avons un seul qui est ABC et qui est dédié à être utilisé pour les 3 catégories. Donc, vous avez la première catégorie A, les matières solides avec formation de braise et bois, comme bois et textile. La deuxième classe, feu de matières liquides ou liquéfiables comme l'essence, le pétrole, feu de gaz, feu de matière sous pression et propane, donc c'est la classe C. Pour les feux de métaux, comme l'aluminium et le magnésium, donc ça dépend, le type de l'extincteur dépend de la nature des choses que vous avez dans l'entreprise ou bien dans le lieu en question. Et puis vous avez les feux des huiles et de graisses végétales ou animales. Donc si je dispose, et ça c'est donc la solution qu'on utilise généralement, un extincteur ABC pour les 3 types de classes de feu, sauf que pour les 2 dernières catégories, il faut utiliser bien sûr l'agent d'extinction le plus adapté, parce que sinon on risque de parfois de ne pas éteindre le feu, parfois même d'aggraver la situation. Euh, Voici les classes de feu, voici les agents d'extinction, l'explication. Donc par exemple, l'extincteur ABC, et l'extincteur A, il contient un agent d'extinction sous forme de poudre pour feu braisant. Pour le B,
aussi, on peut l'utiliser parce que il contient aussi donc de la poudre pour feu brésant. C également, il contient le même donc agent d'extinction. C'est pourquoi on peut les utiliser donc pour plusieurs choses. Le D, par contre, c'est un extincteur à poudre pardon, pour métal. Voilà. Le A, on trouve aussi des extincteurs à mousse, des agents d'extinction à l'eau, et on trouve des extincteurs pour feu de graisse. Et puis pour les F, on trouve également les extincteurs pour feu de graisse. Ça veut dire qu'ils sont spécialement dédiés pour, pour extincter le feu ou le combustible et des huiles et de graisse végétale ou animale, ou bien on utilise l'ABC, donc comme on a. Sinon, vous allez mettre aussi, donc voilà, la signalétique qui indique le type de l'extincteur en question. Comme ça, vous informez, vous rappelez les personnes de la nature. Euh, Déjà, l'extincteur, il comporte cette information, mais lorsqu'on affiche, ça facilite donc la, la- la communication, ça sensibilise et ça rappelle les personnes en question. Donc voilà, par exemple, sur le plan d'évacuation, vous avez ici l'endroit d'incendie armé, des robinets d'incendie armé, pardon, les endroits où il y a des extincteurs, les endroits où il y a un risque électrique. Je vois aussi les voies ou bien les issues de secours avec une flèche qui indique euh, voilà, donc le sens de l'évacuation, l'infirmerie de travail, bien les trousses de secours et les kits de secours. On trouve également les panneaux d'alarme incendie. Donc ici, il existe l'alarme, les stations d'alarme manuelles. Et puis, vous avez les extincteurs portatifs ou bien à chariot, donc ça dépend du type que vous utilisez. Entreposage de produits dangereux. Donc ici, on l'a mis sous forme de losange, euh, voilà, qui est rouge. Sinon, vous indiquez aussi, si vous voulez, la nature de la dangerosité. Par exemple, ici, il s'agit des produits inflammables. Danger électrique, entrée de gaz naturel, lieu de rassemblement ou bien point de rassemblement, trousse premier secours, douche de secours, donc en cas par exemple de contact avec un produit chimique, et puis les sorties d'urgence. Donc, ça, c'est un modèle et voilà, vous pouvez l'afficher sur les murs de l'entreprise. Donc il existe plusieurs possibilités de représentation plus ou moins sophistiquées. Dans l'affichage et la signalisation aussi, la réglementation vous oblige d'indiquer ou bien de donner des consignes pour les machines et les équipements. Donc là, la référence est l'article 289 du Code du travail où on vous dit que l'employeur doit informer les salariés des dispositions, encore une fois, l'employeur à travers le service de sécurité, tout ça. Généralement, on fait donc des réunions, le comité hygiène sécurité fait des réunions. Comme on a dit, l'employeur ou bien son représentant fait partie de l'équipe, donc il est toujours informé, c'est lui qui préside le comité. Donc l'employeur doit informer les salariés des dispositions légales concernant la protection des dangers que peuvent constituer les machines. Donc, les machines, ils représentent des dangers. Ça dépend. Une machine, par exemple, ça peut être un danger mécanique, ça peut être un danger qui a une relation avec une pression élevée ou bien une pression basse, une sous-pression. Ça peut être, par exemple, voilà d'autres conditions qui représentent un risque. Donc, l'essentiel, c'est que il faut protéger les machines et se protéger contre les dangers. Parce que quand on protège les équipements, on va aussi protéger les personnes. C'est clair. Une machine qui ne fonctionne pas très bien, ça veut dire que le risque il est plus élevé. Il doit afficher sur les lieux de travail, à une place convenable, habituellement fréquentée par les salariés, un avis facilement lisible indiquant les dangers résultant de l'utilisation des machines
ainsi que les précautions à prendre. Il y a la thématique machine, on va la voir, mais là, on vous parle déjà des consignes. Donc, pour chaque machine, il faut avoir des consignes. Comment utiliser la machine en toute sécurité? Quels sont les dispositifs de protection, que ce soit collectif ou bien individuel, que vous devez utiliser? Comment monter la garde? Voilà. Donc, tout ça, ce sont des consignes qui doivent être affichées, c'est de la sensibilisation, mais avant chaque sensibilisation, il y a déjà une formation. Donc, on sensibilise, ça veut dire qu'on rappelle. On rappelle quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord avoir une formation initiale. Par exemple, ici, c'est une fiche de poste sécurité. Donc, généralement, on rédige des fiches de poste sécurité pour les différents postes de travail. Ça, c'est une fiche de poste sécurité pour une atelier SAV. C'est pour la machine perceuse à colonne. Donc, c'est une machine perceuse. Ça veut dire on va mettre, il est semi-manuel, semi-automatique. On va mettre une pièce, on va utiliser la machine, on va tourner, qui va percer la pièce. Donc, il va faire un trou dans la pièce. Alors là, il y a toujours un risque. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre dans la fiche de poste sécurité pour cette machine? En général, pour toutes les machines. Donc, une description déjà de la tâche, par exemple ici, perçage de trous par rotation de l'outil associé à une avance manuelle. Donc, ça, c'est l'utilisation de la machine. Puis, vous avez les risques inhérents donc à cette tâche, les différents risques qui peuvent être associés à la machine en général. Notamment dans ce cas, il y a risque de projection d'une pièce mal serré, d'un forêt cassé, choc, fracture, entraînement d'un habit, coupure, fracture, projection de coupeau, cassant, incandescent, brûlure ou bien coupure. Donc l'ensemble, bien sûr, avant d'alimenter votre fiche de données de sécurité, il faut mener une investigation, bien plutôt une analyse de risque et de danger et une évaluation aussi. Vous avez, qu'est-ce que doit mettre aussi avant chaque utilisation? Bien sûr, il existe plusieurs modèles, mais ça, c'est le modèle le plus utilisable, le plus utilisé. Donc, avant chaque utilisation, ça veut dire qu'il faut faire avant chaque utilisation de la machine, vérifier par exemple le positionnement et le fonctionnement des arrêts. Vous voyez que la personne qui va rédiger la fiche de sécurité d'une machine, il doit avoir déjà des connaissances à l'utilisation de cette machine. Donc, le responsable HSE, avec notamment dans ce cas le responsable de production qui connaît les machines et qui connaît donc les différents équipements. Et on va ensemble rédiger la fiche. Vous avez par exemple vérifié le positionnement et le fonctionnement des arrêts, storage de la pièce et de l'outil. Et également, s'il vous plaît, pour les machines, euh, déjà dans le dossier du constructeur ou bien du fournisseur, il y a des consignes sécurité. Sont sur Internet, par exemple, je peux chercher la machine par la colonne et je collecte des informations, je choisis les informations qui me conviennent. Pendant l'utilisation, qu'est-ce qu'il faut faire? Et après utilisation, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, ici, il faut attendre que la machine soit complètement arrêtée avant d'effectuer les opérations de nettoyage et ainsi de suite. On va aussi rajouter les EPI qu'il faut porter, les chaussures de sécurité notamment, les vêtements, les gants et aussi des lunettes. Et on va compléter notre fiche de données de sécurité par les numéros d'urgence à contacter. Donc, en cas de besoin, en cas de problème. C'est par exemple l'homme quelle personne il faut aviser, bien sûr, ou bien selon si vraiment donc, la situation elle est trop grave, les secours externes qu'on doit alerter. Autre consigne en relation avec l'affichage et la signalisation,
avis d'interdiction de fumer dans les locaux où sont manipulés, proposer des matières inflammables ou explosives. Donc, il faut mettre euh, l- une consigne qui vous interdit de fumer. Il ne suffit pas de le dire, bien sûr, verbalement, donc il faut l'afficher. Adresse et nom de l'agent chargé de l'inspection du travail auprès de l'établissement. Donc aussi, ça doit être disponible c'est l'organe qui défend les droits des employés. Donc ils ont droit d'avoir accès à l'adresse et au nom de l'agent chargé de l'inspection du travail auprès de leur établissement. Signalisation générale, on trouve notamment le balisage des voies de circulation dans l'entreprise et l'accès aux différents lieux de l'exercice activité, où s'exerce l'activité. Ça veut dire qu'il faut baliser les voies de circulation, indiquer ou bien plutôt organiser la circulation interne de l'entreprise et aussi au niveau, par exemple, du parking. Donc, pour éviter les collisions, éviter l'utilisation donc des voies euh, piétonnées par des chariots, par exemple, transporteurs ou bien le contraire également. C'est l'article 52 de l'arrêté visuel, le même, donc du 4 novembre 1952, informer sur les risques par avertissement des obligations ou des interdictions. Donc, vous avez la liberté de rajouter et de signaler les risques, les différentes interdictions, les obligations aussi à respecter. Vous pouvez avoir par exemple une zone non-fumeur, une zone pour les personnes qui fument en ce qui concerne la cantine et ainsi de suite. Donc, vous les indiquez. Donnez les informations de secours, accident, incendie, évacuation, zone de risque. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. Identifiez aussi les tuyauteries rigides et les bouteilles de gaz. Par exemple, sur la photo, donc on indique euh, les voies de circulation clairement pour que ce soit visible. Même chose ici. Donc, vous voyez, ça, c'est un local d'entresage, warehouse. Donc, vous avez les voies piétonnées et aussi les voies pour les chariots. Voilà, même chose. Et aussi, s'il y a un risque, il faut le signaler, un risque de chute ou bien autre, de glissement et ainsi de suite. Donc, il faut baliser, il faut signaler. Si vous avez des travaux, par exemple, on effectue des travaux, vous devez baliser. Si vous avez ici, par exemple, une matière qui est déversée, il faut signaler qu'il y a risque de glissement et limiter l'accès en attendant. Donc, voilà, de nettoyer euh, voilà, le sol et ainsi de suite. Donc, comme ça, on protège toujours la sécurité du personnel. Vous pouvez aussi avoir un plan de circulation interne. Si l'entreprise utilise vraiment des, voilà, des véhicules pour transporter des chariots et ainsi de suite. Donc, il vaut mieux pour éviter les collisions, éviter les accidents, il vaut mieux avoir un plan de circulation interne. Ça, c'est pas le plan d'évacuation, mais c'est pour indiquer les voies piétonnées, les voies pour les véhicules et ainsi de suite pour faciliter la circulation. Par exemple, ici, les endroits où il y a des dysfonctionnements pénalisant directement la sécurité. Donc, par exemple, s'il y a des endroits qui sont, voilà, euh, je ne peux pas dire fragiles, mais des endroits où il y a un risque, tout simplement. Il faut interdire l'accès à ces endroits, par exemple. Notamment ici, vous avez l'entrée du site côté extérieur. Conflit non géré avec camion en accès à la carrière ou à la déchetterie. Voilà, donc il y a beaucoup de points explicatifs. Ici, par exemple, le manque de visibilité en sortie de la voie. Donc, s'il y a des problèmes qu'on n'a pas encore réglés, il vaut mieux les signaler. Vous avez aussi les dysfonctionnements liés à la visibilité, voilà, c'est pas trop lisible pour moi, en circulation, et les dysfonctionnements secondaires.
Donc ici, plutôt, ça indique des dysfonctionnements sur un chantier, je pense. Mais j'ai un autre exemple, je vais le communiquer par la suite, qui indique tout simplement les voies de circulation. Ici, par exemple, vous avez, c'est pas trop lisible pour moi, voies de circulation. Ça, ce sont les voies de circulation. Vous avez interdit aux poids lourds. Donc ça, c'est plutôt pour un chantier. Mais on fait la même chose pour l'entreprise, qu'on indique sur voilà, la représentation. On va indiquer les voies de circulation pour les piétons, les voies de circulation pour les chariots, les voies de circulation, le sens aussi de la circulation, et ainsi de suite. Donc, pour éviter les collisions et tout, je vous envoie un autre exemple qui est beaucoup plus lisible dans notre groupe après. Pour les tuyauteries, ici par exemple, on indique euh, les tuyauteries, les conduites pour l'ammoniac, voilà, pour le toluène, pour l'eau. Il y a aussi d'autres, bien sûr, méthodes de signalisation pour, par exemple, les vannes, euh, condensats, oxygène, et ainsi de suite. Donc, tout ça, ce sont des affiches qui sont commercialisées. Vous choisissez le modèle que vous voulez. Il y a bien sûr un code pour tout ça, un code à couleur. Alors, pour le plan d'évacuation, ça, ça n'entre pas en relation avec tout ce qui est déchets, mais plutôt, vous devez avoir un plan de gestion de déchets. Donc, un plan qui va indiquer les endroits de stockage des différents types de déchets, euh, de stockage intermédiaire, de stockage final, la circulation aussi en ce qui concerne le transport euh, et la manutention de ces déchets. Donc là, vous devez avoir un plan de gestion des déchets. J'ai déjà un exemple, donc je peux le partager avec vous dans le groupe WhatsApp. Et si vous voulez, on peut aussi l'expliquer la séance prochaine. Donc, un plan qui indique en fait les endroits où il y a la production de déchets, les voies à suivre aussi pour euh, tout ce qui est évacuation des déchets, les endroits de stockage intermédiaires, les endroits de stockage finaux, comment accéder donc à ces endroits et ainsi de suite. Donc, il faut, c'est différent du plan d'évacuation et de plan de circulation. Et entre le plan de circulation et tout ce qui est déchets également, parce que ça reste aussi une circulation. Donc la circulation des engins, s'il y a, la circulation de les voies donc pour stocker les déchets et tout ça. Pardon? Donc il y avait une petite rupture. Comme j'ai dit dans votre plan de l'évacuation des déchets, vous allez indiquer les voies, par exemple, à suivre pour l'évacuation. Pourquoi c'est important, surtout dans votre cas? Parce que pour les activités hospitaliers, ou bien les établissements de santé, tout ce qui est déchets d'activités de soins qui représentent un risque infectieux, donc il ne doit pas, bien sûr, les voir, ou bien plutôt, on doit respecter un certain schéma pour limiter le contact entre les personnes et entre ces déchets, si vous me comprenez. C'est comme pour, par exemple, lorsqu'on parle d'un restaurant, on a des voies spéciales pour les déchets, l'évacuation des déchets, et des voies spéciales pour la matière première. Comme ça, la matière première, elle entre, il n'est jamais en contact avec les déchets
pour éviter la contamination croisée. La même chose pour les domaines, pour les établissements de santé. Tout ce qui est déchets d'activité de soins à risque, ils représentent donc des risques d'infection, des risques de contamination biologique des personnes. Il faut avoir un plan de circulation de ces déchets ou bien les voies à suivre pour assurer que les déchets ne soient pas en contact non plus avec les humains ou bien avec voilà, voilà. Donc on peut voir un exemple de plan de gestion de déchets la séance prochaine. Sinon, je le partage immédiatement après la séance dans le groupe et on le discute. Donc, la séance prochaine, Inch'Allah. Sinon, comme j'ai dit pour les tuyauteries, il existe donc une signalisation, je vous en prie, il existe une signalisation spécifique, un code de couleur. Euh, pour les liquides ou bien les fluides en général qui représentent un risque d'incendie, donc c'est en rouge. La vapeur, c'est en gris. En bleu, on va mettre l'air, on va désigner les tuyauteries de l'air et les conduits de l'air. En vert, donc nous avons l'eau. Les gaz en jaune, les liquides inflammables en marron. Et nous avons les acides et bases en mauve, autres liquides en noir, autres fluides en blanc, comme vous voyez sur la photo de tout à l'heure. Voilà. Et bien sûr, ce n'est pas suffisant de mettre les couleurs, il faut mettre aussi le nom de la matière ou bien du fluide en question et les différents pictogrammes qui indiquent les risques. Donc voilà, pour l'eau, bien sûr, il n'y a rien à indiquer. Ça, c'est une vanne à eau, c'est pourquoi il est en vert. Voilà. L'oxygène, par exemple, c'est un gaz, donc c'est indiqué en jaune. Donc, c'est un code à couleur. Et voici les pictogrammes de danger qui peuvent être associés aux différents fluides, mais aussi qui peuvent être associés aux différents, donc voilà, aux différents déchets.